Very much. Merci beaucoup. Nous avons reçu énormément d'informations. On nous a également transmis nombre de recommandations. Je pense qu'il n'est pas facile de trouver la bonne réponse à cette question. Comme vous l'avez dit, l'épée de Damoclès ou l'épée de la subsidiarité pèse au-dessus de nos têtes. Et sachez que nous faisons vraiment tout ce qui est en notre pouvoir, mais nous n'avons pas non plus des fonds illimités. Nous avons des fonds qui nous permettent de gérer l'éducation, la culture et Creative Europe. Mais sachez que nous n'avons pas des financements illimités. Ce que nous essayons de faire ici, c'est également de sensibiliser les États membres et les régions pour qu'ils fassent l'impossible, parce que nous n'avons pas forcément le financement à notre disposition. Merci pour toutes ces informations. Et je donne maintenant la parole à notre public pour qu'il pose des questions. Monsieur Fissas. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et merci aussi à Monsieur Alfonsi, qui est le rapporteur de ce rapport extrêmement important. Et un grand merci, évidemment, aussi à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui pour nous entretenir de cette question. Je partage le point de vue qui a été exposé selon lequel les langues minoritaires doivent être protégées. Alors c'est vrai qu'on a dit qu'il était difficile de trouver des définitions, mais je crois qu'il est important de protéger la langue dans laquelle on pense, on prie, on aime. Et Charles Quint utilisait, lui, une langue différente pour chacune des actions qu'il entreprenait. Alors je pense que nous ne devons pas mélanger différents éléments. Ce qui me préoccupe quelque peu, c'est l'intitulé de ce rapport. Ce rapport est intitulé « Les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l'Union européenne ». Pour moi, ce sont deux éléments très différents. D'une part, il s'agit de protéger les langues menacées de disparition et d'autre part, il s'agit de promouvoir et de défendre la diversité linguistique au sein de l'Union européenne. Alors peut-être que M. Alfonsi pourrait peut-être éclaircir un peu la situation et nous dire si dans ce rapport on va mettre plutôt l'accent sur les langues européennes en danger ou si on va également mettre l'accent dans ce rapport sur la diversité linguistique, parce que Madame la Présidente Doris Pack nous l'a dit, nous n'allons pas accepter d'amendement qui n'a pas directement trait aux langues menacées de disparition. Ce qui me surprend un peu, c'est le document qui nous a été distribué aujourd'hui également. Document concernant les langues en danger, les langues menacées de disparition. Et désolé si je parle du cas espagnol, mais on nous dit que le basque est menacé d'extinction. C'est une langue hautement protégée, langue officielle de surcroît dans le Pays basque et en Navarre. C'est une langue enseignée dans les écoles. Mais je vois que l'aranais n'est pas mentionné, qui est une langue minoritaire que l'on parle dans une région merveilleuse de mon pays où vous pouvez skier. Et c'est une langue officielle dans cette région. Mais c'est vrai que je ne comprends pas très bien comment on catégorise les langues et comment on les place dans cette boîte des langues menacées de disparition. Alors, je n'ai pas le document sous les yeux, mais j'espère que vous l'avez. Mais c'est ce fameux document où on parle des langues minoritaires dans tous les États membres. Et en ce qui concerne le catalan, eh bien, je constate qu'on ne le parle qu'en Espagne. C'est ce qui est dit, mais c'est pas vrai parce qu'on le parle en Espagne, une partie, et également en Italie. Et donc, peut-être faudrait-il préciser quelque peu les choses et rectifier un peu les choses. Puis par rapport à ce qu'a dit notre collègue du NPLD, je pense qu'il est important de parler une langue, mais de tenir compte aussi de la qualité de la langue parlée. Il a dit que sûrement personne d'entre nous ne connaît un catalan qui ne parle pas castillan. Eh bien, sincèrement, moi je connais énormément, ou en tout cas beaucoup de catalans qui parlent un castillan de très mauvaise qualité. Alors, oui, parler c'est une chose, mais il faut aussi bien connaître la langue.
Voilà donc les commentaires que j'avais à faire, mais quoi qu'il en soit, je dirais que ce rapport est extrêmement intéressant et constructif. Parce que les différentes langues font partie de notre culture et de notre patrimoine européen. Et ce n'est pas seulement le cas des langues, le sport aussi, lui, les sports minoritaires qui sont joués dans certaines régions, eh bien, jouent aussi, font également partie de notre identité culturelle. Et d'ici peu, on discutera de la protection de ces sports minoritaires dans l'Union européenne. Merci. Ora la parola all'onorevole Cammarevert. Madame Cammarevert, vous avez la parole à présent. Merci infiniment. Et merci beaucoup pour les exposés que nous venons d'entendre. Il y a une chose qui m'est apparue très clairement à votre écoute, et c'est une suggestion que je ferai à M. Alfonsi. Je crois qu'il faut vraiment que nous examinions très attentivement quelles sont les définitions de langue menacée et de langue minoritaire. Est-ce que ça recouvre une même réalité ou est-ce qu'au contraire, il faut vraiment opérer une distinction très nette? Heureusement, mes collaborateurs ont trouvé une étude ou des informations relatives à une étude qui s'intéresse à l'extinction de langues en raison de la numérisation. Là encore, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que il y a 200 linguistes, experts en Europe et dans le monde qui ont examiné 30 langues européennes, l'allemand, l'anglais, le français, l'estonien, le lettonien. Ils ont passé au crible ces langues, donc, et ils ont essayé de voir dans quelle mesure, d'un point de vue technologique, on pouvait apporter un appui à ces langues. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des programmes de traduction, des programmes de correction d'orthographe qui existent. Donc, lorsque vous rédigez un texte sur l'ordinateur, est-ce qu'il y a ces correcteurs? Et ils en sont arrivés à la conclusion épouvantable. 21 de ces langues, que nous connaissons tous, après tout, sont extrêmement menacées d'extinction numérique, entre guillemets. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et je me disais qu'il serait peut-être bien que qu'on poursuive la réflexion et qu'on se pose la question de savoir ce que l'on pourrait mettre en œuvre afin de veiller à ce que certaines langues, encore une fois des langues qui nous sont très chères, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le letton, l'estonien encore, quelles que soient les langues, des langues qui sont importantes à nos yeux. Donc, comment est-ce qu'on peut, compte tenu de la technologisation, l'on ne se retrouve pas dans une disparition des langues parce que ces langues ne sont plus appuyées par les programmes informatiques? Parce que, grosso modo, on essaye tous de se comprendre dans une seule langue. Bon, en règle générale, vous l'aurez deviné, il s'agit bien de l'anglais. Et puis je me suis posé la question de savoir également dans quelle mesure nous, au sein de l'Union européenne, nous ne contribuons pas, d'une certaine manière, à ce que certaines langues soient menacées de disparition. Je me souviens d'une discussion que nous avions eue avec la Commission européenne il y a assez longtemps de cela. Il y avait eu une réunion de coordinateurs, on en a parlé, et il y avait une initiative que nous avions invité la Commission à prendre en charge, c'est-à-dire d'autoriser toutes les langues officielles de l'Union européenne, et nous avions donné et autorisé toutes les demandes dans toutes les langues. Et la Commission continuait de refuser et de dire non, les consultations ne sont acceptées que si elles sont présentées en anglais, allemand ou français. Et personnellement, je crois que c'est un gros danger, ça, pour l'Union européenne. Si nous-mêmes, ici, en Europe, on dit grosso modo, voilà, on se contente de 3 langues seulement pour les communications officielles. Et pour les autres, eh bien, ils faudront qu'ils s'adressent à la Commission dans une autre langue. Ils ne seront jamais certains qu'il y aura une traduction et ils ne seront encore moins certains d'obtenir une réponse dans leur propre langue. Et ça, pour moi, c'est un problème monumental et il faudra que nous en discutions justement ultérieurement. Nous verrons comment l'on peut inviter le médiateur européen également à se charger de cette question. Parce que cette diversité linguistique, qui est une réalité, qui est un véritable patrimoine culturel européen, mérite que nous le défendions et par conséquent, nous, au plan politique et au sein de l'Union européenne, il faut que nous les défendions, il faut que nous disions à quel point toutes les langues ont la même valeur et par conséquent, elles doivent être traitées comme telles, que ce soit du côté de la Commission, du Conseil ou de la Commission, il faut que nous traitions tous les langues sur un pied d'égalité. Donc là encore, poursuivons les discussions. Et puis une question à nos experts. Que pouvons-nous faire, nous, l'Union européenne, nous, le Parlement européen, pour apporter un appui, et je ne parle
pas simplement d'argent. La présidente l'a dit, de l'argent, il n'y en a pas beaucoup dans ce domaine-là. Mais, exception faite de l'appui financier et de l'argent, grosso modo, comment est-ce que nous pouvons, nous, contribuer à promouvoir la diversité linguistique dans tous les domaines de la vie au sein de l'Union européenne? Grazie, la parola. Merci. Monsieur Kelly, vous avez la parole. Thank you very much and thanks. Merci beaucoup et merci aux experts pour leur présentation. Je viens d'Irlande. Nous avons notre propre langue maternelle gaélique que j'ai la chance d'avoir pu parler ici au Parlement même. Et nous avons donc des interprètes qui sont très très importants dans ce contexte. Voilà un exemple très éloquent de comment les institutions européennes, particulièrement le Parlement européen, facilitent la promotion, la protection des langues minoritaires, ce que j'apprécie beaucoup. Alors cela étant dit, je crois qu'il y a une somme d'argent limitée pour la promotion des langues. Par exemple, je ne peux pas parler l'irlandais ici parce que cela ne serait pas interprété, c'est tout à fait compréhensible. Parce qu'il y a des ressources limitées, il faut l'accepter. Donc dans ce contexte, nous devons faire très attention et privilégier l'utilisation des nouvelles technologies et les médias pour encourager les jeunes à continuer à parler ces langues minoritaires. Alors, je tiens à vous dire malheureusement que cela n'est pas le cas au niveau européen. Nous n'avons pas une version en gaélique du site du Parlement européen. Mais or, en même temps, une série de documents doivent être traduits en gaélique, comme par exemple le traité de Lisbonne. Mais en fait, je ne connais personne qui soit allé chercher une copie du traité de Lisbonne en gaélique en Irlande. Donc, nous devons vraiment cibler nos actions sur celles qui sont les plus efficaces. Or, il faut bien comprendre qu'une langue est une langue si elle est parlée. C'est le premier élément. Donc, étant donné les ressources limitées au niveau européen, nous devons nous concentrer sur voir comment, via les médias sociaux, on peut encourager les jeunes à continuer à parler ces langues. Voilà ce qui est très important. Il y a une remarque qui a été faite qui m'a un petit peu déroutée. Cela a été dit, si je ne m'abuse, que il y a un argument économique en faveur des langues minoritaires. En même temps, une statistique a été présentée selon laquelle 97% de la population mondiale ne parle que 4% des langues du monde. Alors, si on analyse les choses d'un point de vue purement économique, on pourrait dire que ce serait mieux que 100% de la population parle ces 4% de langues et oublions toutes les autres. Voilà un argument économique. Donc, je ne vois pas, en fait, comment on peut dire que d'un point de vue économique, il y a un bénéfice à défendre les langues minoritaires. Et malheureusement, j'ai constaté plutôt qu'on insistait sur les langues majoritaires. Je l'ai vu dans mon pays, par exemple. Ceux qui parlent des langues majoritaires, le français ou l'anglais, ont plus de facilité à trouver un emploi que s'ils parlent que l'anglais. Donc, comme on l'a dit ici, rappelons que la valeur d'une langue est liée à une culture. La langue est à préserver pour son propre intérêt. Cela coûte de l'argent de protéger une langue, mais je ne sais pas comment on pourrait dire, je ne sais pas comment moi je pourrais aller dans mon pays et dire, voilà, si on fait la promotion de cette langue, cela permettrait de contribuer à l'augmentation du PIB de notre pays. Donc personnellement, j'aimerais avoir plus d'éléments sur cet argument. Je pense personnellement qu'il faut protéger les langues minoritaires et il faut tout faire pour que les jeunes utilisent la langue